Bonjour, donc je suis le professeur Bouchani, votre enseignante de maladies infectieuses. Alors aujourd'hui, on verra ensemble ce que sont les dermo-hypodermites. Alors bien sûr, vous l'avez compris, ce sont les infections qui concernent la peau, d'accord? Et donc nous allons étudier les lésions cutanées les plus fréquentes, mais aussi les plus graves. Un petit rappel anatomique pour pouvoir un peu nous rappeler que la peau est une barrière qui joue un rôle essentiel dans la protection contre les micro-organismes. Elle est par ailleurs colonisée par une flore bactérienne qui n'est pas du tout pathogène et que donc les infections cutanées vont être concernées par divers micro-organismes, à savoir les bactéries, les champignons, les virus, les parasites, et que ce sont des infections qui sont relativement fréquentes, sinon très fréquentes. Les infections cutanées bactériennes consistent en une effraction de la barrière cutanée. Donc il y a une pénétration des micro-organismes dans la peau avec à ce niveau-là une multiplication puis une diffusion du germe. Il s'ensuit une infection qui est d'abord locale, puis loco-régionale, par exemple une infection de l'os, une infection de l'articulation, qui fait suite bien sûr à l'infection cutanée. Ensuite, cette infection va diffuser pour donner soit une bactériémie consécutive à une diffusion de ces bactéries dans le sang, soit une endocardite, par exemple, une diffusion avec localisation des bactéries dans l'endocarde, etc. Il y a également l'action des toxines qui sont produites par les bactéries. Et puis, sachez également qu'il existe des facteurs de risque qui vont donc favoriser l'apparition de ces infections, à savoir tout ce qui est en rapport avec le déficit immunitaire, la malnutrition, le diabète, les défauts d'hygiène, etc. Et puis, il est important de savoir que le diagnostic en matière d'infection cutanée est essentiellement clinique, puisqu'il fait appel surtout à l'inspection. Dans un premier temps, nous allons voir la dermo-hypodermite aiguë non nécrosante. De quoi s'agit-il? Eh bien, la dermo-hypodermite, comme c'est bien précis, est une infection qui va toucher le derme et l'hypoderme. Alors voilà un schéma qui vous permet un peu donc de vous rappeler un peu ce qu'est le derme, ce qu'est l'hypoderme, et donc voilà un peu les deux couches qui vont être concernées par l'infection. Alors, la dermo-hypodermite bactérienne aiguë non nécrosante est due à un germe bien connu, le streptocoque pyogène bêta du groupe A. Le terrain est surtout constitué par les sujets adultes âgés de plus de 40 ans, ceux qui présentent un surpoids, les patients obèses notamment, les patients diabétiques, ceux qui ont une insuffisance veineuse, vous savez, les varices, qu'elles soient superficielles ou profondes, les patients aussi présentant un lymphœdème chronique, etc. La dermohypodermite peut être localisée au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs, mais c'est surtout au niveau des membres inférieurs qu'elle est le plus souvent observée. Elle est également observée au niveau du visage, mais c'est assez rare. Le diagnostic, je vous l'ai dit tout à l'heure, est essentiellement clinique. Le début est brutal, caractérisé par l'apparition d'une fièvre assez élevée, avoisinant les 39-40 degrés, avec des frissons. Vous savez que les frissons témoignent du passage de bactéries dans le sang. Il existe des signes locaux. Il va y avoir, suite à cette colonisation bactérienne, une inflammation, donc un placard inflammatoire qui est érythémateux, qui est œdémateux, qui est chaud et douloureux.
C'est la définition même de l'inflammation. Et en fait, il faut toujours délimiter les contours de ce placard pour apprécier l'évolution ultérieure. Il n'y a pas de suintement, il n'y a pas d'écoulement purulent. Il existe par contre des adénopathies satellites avec parfois même une réaction, donc une lymphangite, une réaction lymphatique bien sûr de voisinage. Et puis bien sûr il faut rechercher la porte d'entrée cutanée puisque cette infection est due à une porte d'entrée, une effraction cutanée qu'il va falloir chercher. Ça peut être une plaie traumatique, ça peut être un ulcère chronique, ça peut être un intertrigo, etc. Donc il est important d'aller chercher cette porte d'entrée pour pouvoir justement par la suite la traiter et donc favoriser la guérison et prévenir même parfois les récidives lorsqu'il s'agit d'infections ou d'affections chroniques. Voilà des photographies illustrant bien l'érysipèle. Enfin, pardon, l'érysipèle, c'est un peu le terme que l'on utilise jusqu'à maintenant pour parler de dermo-hypodermite aiguë non nécrosante. Et donc, vous voyez, regardez ce placard inflammatoire rouge qui est bien chaud si on devait le palper et qui est surtout bien limité. Regardez, on arrive à délimiter les contours. On le voit aussi, il est bien délimité. Et surtout, c'est sec. Il n'y a pas d'écoulement particulier, il n'y a pas de suintement. Voilà d'autres photographies. Il suffit de voir la dermo-hypodermite aiguë non nécrosante une seule fois pour s'en rappeler et évoquer le diagnostic avec facilité. Voilà encore une autre photographie montrant très bien le caractère rouge bien limité, inflammatoire de l'infection. Ici, bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure qu'on recherche souvent la porte d'entrée. Il faut voir ce qu'il se passe entre les orteils et on peut tomber sur l'intertrigo, cette infection mycosique qui va constituer la porte d'entrée pour cette dermo-hypodermite. La dermo-hypodermite, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut également être localisée au niveau du visage, même si c'est assez rare. Et regardez, là, elle est bilatérale, donc c'est un placard, j'allais dire, un peu en aile de papillon, puisqu'il est bilatéral, il est assez symétrique des deux côtés, et il garde toujours ce caractère rouge et ce caractère bien limité, pour lequel on peut parfaitement bien dessiner les contours. Voilà également une autre photographie. Et puis également, là aussi, une autre image qui vous permet de bien voir, de bien donc visualiser la dermo-hypodermite du visage. Alors, il faut, pour ce qui est de la dermo-hypodermite, rechercher toujours, quand on a fait le diagnostic, les signes de gravité. Oui, parce que des complications peuvent survenir. Et quels sont les signes de gravité qu'on va toujours rechercher systématiquement? Ce sont les troubles de la conscience, la fréquence respiratoire. Il faut toujours la calculer. D'abord, voir si le patient est dyspnéique ou pas. Ensuite, prendre la pression artérielle, la tension artérielle. Il faut également rechercher les signes toxiques. On verra lesquels par la suite. Et attention, tout à l'heure, je vous ai dit c'est bien de dessiner avec un stylo, le contour du placard pour justement évaluer son évolution, son extension, donc qui peut déterminer un peu le pronostic. Parce que si l'extension se fait très rapidement en quelques heures, ça, ce n'est pas donc un élément favorable à donc une guérison rapide. Au contraire, c'est un élément favorable à des complications ultérieures. La douleur, quand elle est très intense, accompagnée d'une impotence fonctionnelle, également constitue un signe de gravité. Et puis attention, il faut rechercher d'autres signes localement, des lividités, des taches un peu cyaniques, donc un peu des taches bleutées, voir s'il n'y a pas de crépitation sous-cutanée, est-ce qu'il n'y a pas d'hypo ou d'anesthésie locale, une induration qui va dépasser le placard inflammatoire, ou bien carrément une nécrose locale.
Une aggravation de ces signes locaux dans les 24-48 heures malgré l'instauration d'une antibiothérapie adaptée constitue également un signe de gravité. Il est donc essentiel de connaître ces signes de gravité devant une dermohypodermite aiguë non nécrosante parce que ça permet de prendre en charge rapidement le malade et justement d'éviter l'évolution vers la gravité et des complications menaçantes qui peuvent, vous allez voir, entraîner carrément le décès. Alors, il est également important de réaliser systématiquement devant un placard inflammatoire du membre inférieur un Doppler vasculaire à la recherche d'une thrombose. Donc, avant de poser le diagnostic ou d'évoquer le diagnostic d'une dermohypodermite, il faut toujours réaliser un Doppler vasculaire afin d'éliminer le diagnostic de thrombose qui également est un diagnostic grave et qui nécessite, vous le savez, un traitement anticoagulant. Sinon, si vous ne le faites pas, il y a risque, bien sûr, d'embolie. Donc, faites attention. Il faut toujours réaliser un Doppler vasculaire devant un placard inflammatoire, même s'il vous paraît, même si le diagnostic de dermohypodermite vous paraît évident, il faut toujours être prudent et réaliser toujours au préalable un Doppler vasculaire. Alors, en l'absence de signes de gravité, écoutez bien, en l'absence de signes de gravité, il n'y a aucun examen complémentaire à faire, à part, bien sûr, je le rappelle, le Doppler vasculaire qu'il faut faire au préalable pour justement éliminer le diagnostic de thrombose. Sinon, par la suite, il n'y a aucun examen complémentaire qu'il faut faire ou qu'il faut réaliser de façon systématique, attention, en l'absence de signes de gravité. Alors, l'étiologie microbienne chez l'adulte, je vous l'ai dit, c'est surtout le streptococcus, les streptocoques pyogènes. Chez l'enfant également, mais également chez l'enfant, on retrouvera dans l'étiologie les staphylocoques dorés, Staphylococcus aureus. Si on était amené à réaliser des examens biologiques, eh bien, on va retrouver des signes qui sont en faveur d'un syndrome inflammatoire, une hyperleucocytose à polynucléose de trophile et une augmentation de la CRP. Les hémocultures sont rarement positives. Alors, quelles sont les complications qui peuvent survenir au cours d'une dermohypodermite non nécrosante? Une absédation, donc l'organisation d'une infection sous forme d'un abcès, d'une bactériémie, avec donc sepsis, voire choc septique, voire choc toxinique. La dermohypodermite bactérienne qui n'était pas non nécrosante peut devenir nécrosante, et on le verra avec la formation d'une nécrose. Et la complication que l'on redoute le plus, et qu'on va voir par la suite, c'est bel et bien la fasciite nécrosante. On peut également assister à une décompensation des comorbidités. Un diabétique, par exemple, va voir son diabète décompensé, d'accord? Et également, j'allais dire à plus ou moins long terme, c'est la récidive dans 20 à 30% des cas. C'est pour ça qu'il faut absolument, par la suite, retrouver la porte d'entrée, bien sûr, rapidement, pour traiter la porte d'entrée, parce que si elle n'est pas traitée, si c'est une mycose, un intertrigo qu'on ne traite pas, alors le patient va automatiquement récidiver. Sinon, il faut bien sûr agir sur les facteurs favorisants. Par exemple, s'il s'agit d'un patient obèse, il faut lui conseiller de diminuer, par exemple, le poids. S'il y a, par exemple, un patient qui présente des varices ou une insuffisance lymphatique, il faut aussi une prise en charge particulière pour éviter justement la survenue de cette infection. Alors, il y a également des formes particulières qui sont assez rares. Alors, je vais vous parler de deux formes. La staphylococcie maligne de la face. Alors, si la localisation, je vous ai dit tout à l'heure que la localisation la plus fréquente, c'est celle qui se trouve au niveau du membre inférieur. Il y a également des localisations un peu plus rares au niveau des membres supérieurs, mais également au niveau de la face. Et au niveau de la face, on peut
avoir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur les photographies, un placard inflammatoire bilatéral qui est symétrique, sans signe de gravité. Mais le problème, c'est quand cette infection est liée au staphylocoque. Parce que quand le staphylocoque va être à l'origine de cette infection au niveau de la face, alors ça peut s'aggraver très rapidement parce que le staphylocoque est, contrairement au streptocoque, est très pathogène. Il produit des enzymes et des toxines qui sont très virulentes et qui vont entraîner des signes locaux de gravité au niveau de la face. Donc, on peut avoir une staphylococcie maligne, c'est pour ça qu'on l'appelle maligne de la face, parce que ça peut se compliquer très rapidement de bactériémie, de méningite, vu la proximité de la face, bien sûr, avec les structures neurologiques. Également, si la localisation se trouve au niveau du périnée, là, vous savez, au niveau du périnée, il y a d'autres germes, il y a les bacilles gram négatifs, et là, ça va également entraîner rapidement des complications, notamment à type de gangrène. Ce sont des formes particulières sur lesquelles nous n'allons pas beaucoup insister parce qu'elles sont assez rares. Le diagnostic différentiel, alors comment, avec quoi il faut faire la distinction? Alors bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, la thrombose, c'est important. J'en ai parlé tout à l'heure parce que c'est important qu'il faut faire ça bien avant. Ça, c'est clair. Ensuite, il y a les poussées inflammatoires d'insuffisance veineuse. Vous savez, les patients qui présentent des varices ou des poussées inflammatoires, des insuffisances veineuses, font parfois des poussées inflammatoires qui peuvent laisser penser à tort qu'il s'agit d'une dermo-hypodermite, alors que ce n'est pas du tout le cas. On y pense lorsque la teinte est bilatérale et qu'il n'y a pas de fièvre. Alors qu'on l'a vu, dans la dermo-hypodermite, la teinte, elle est unilatérale et bien sûr, c'est accompagné d'une fièvre qui est assez élevée. Alors, s'il n'y a pas de signe de gravité, le patient peut être pris en charge à l'extérieur, en ambulatoire, avec un traitement antibiotique qu'on va bien sûr contrôler secondairement. Sinon, s'il existe des signes de gravité, le patient doit être immédiatement hospitalisé parce que dans ce cas-là, il s'agit d'une urgence parfois médico-chirurgicale vu que le pronostic vital est mis en jeu. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Alors, quels sont les critères d'hospitalisation? Alors, les critères d'hospitalisation, on hospitalise le patient en urgence s'il y a des signes de gravité locaux ou généraux, s'il y a un risque de décompensation d'une comorbidité, un diabète, je vous l'ai dit tout à l'heure, si le patient présente une obésité morbide avec un IMC supérieur à 40, s'il s'agit d'un sujet âgé ou qui a plusieurs pathologies, il faut l'hospitaliser. Si, au contraire, c'est un tout petit dont l'âge est inférieur à 1 an, donc c'est les extrêmes de l'âge, finalement, c'est les sujets qui sont fragiles. Et s'il y a également un risque de non-observance thérapeutique, si le patient, pour une raison ou une autre, risque de ne pas prendre son traitement, il vaut mieux le garder à l'hôpital pour s'assurer que le traitement soit pris de façon régulière. Secondairement, l'hospitalisation est indiquée si l'évolution est défavorable dans les 24-48 heures. C'est-à-dire quand le patient arrive au départ, qu'il n'y a pas de signe de gravité, on lui donne un traitement, on l'envoie à la maison, à condition de le contrôler 24-48 heures après. Si tout va bien, on continue le suivi à domicile. Au contraire, si l'évolution est défavorable, là, il vaut mieux le garder et l'hospitaliser. Qu'en est-il du traitement? Alors, le traitement fait appel au repos strict, c'est normal. Il faut mettre au repos la jambe, surtout s'il s'agit d'une dermohypodermie des membres inférieurs, pour que les phénomènes inflammatoires puissent s'amender de façon relativement rapide, le plus rapidement possible. Les jambes doivent être surélevées, d'accord, pour faciliter bien sûr le retour veineux et le drainage lymphatique, parce que sinon la stase veineuse va aggraver l'inflammation et va retarder l'évolution et la guérison. Sinon, il va falloir donner des antibiotiques qui aient une action sur les streptocoques, sur les staphylocoques et qui aient une bonne diffusion
au niveau du derme et de l'hypoderme. Pour cela, on fait appel aux bêta-lactamines, dont l'amoxicilline et la pénicilline G. S'il y a un problème d'allergie, on fera appel à la pristinamycine, c'est la piostacine, et la durée totale de l'antibiothérapie en ambulatoire est de 7 jours au maximum. Les infections cutanées, généralement, lorsqu'elles ne sont pas graves, guérissent au bout d'une semaine. Donc, un traitement de 7 jours suffit. On peut, bien entendu, associer des antibiotiques. Les contre-indications, et là, j'insiste sur ces contre-indications. C'est vrai qu'il y a des phénomènes inflammatoires et que certains peuvent penser que les anti-inflammatoires, qu'ils soient non stéroïdiens ou stéroïdiens, à savoir les corticoïdes, sont indiqués. Ce n'est pas du tout une bonne idée, parce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes, s'ils sont prescrits devant une hypodermite, dermo-hypodermite, ils vont tout simplement lever l'inflammation, parce que l'inflammation, finalement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va limiter, elle va cerner l'infection et elle va éviter qu'elle évolue en profondeur. Par contre, si on donne les anti-inflammatoires, l'inflammation est levée et l'infection va diffuser en profondeur. D'ailleurs, la plupart des patients qui compliquent sont des patients qui ont pris des anti-inflammatoires. Donc attention, je le dis 3 fois, attention, pas d'anti-inflammatoires dans les infections cutanées, notamment dans les dermo-hypodermites. C'est très dangereux et ça peut avoir des conséquences redoutables. N'oublions pas de traiter la porte d'entrée. Si c'est l'intertrigo, on va donner donc par exemple un traitement antimycosique. Il faut également traiter les facteurs favorisants. Si c'est un diabétique qui est mal équilibré, il faut équilibrer son diabète. Donc il faut essayer d'équilibrer tout ce qui est perturbé. Si c'est un patient qui a des varices, une insuffisance veineuse, on va lui prescrire la prise plutôt la mise de bas de contention, etc. Donc on va essayer d'éliminer tous les facteurs favorisants qui peuvent avoir donc une influence négative sur l'évolution de la dermo-hypodermie. Voilà donc un tableau qui vous montre parfaitement bien les antibiotiques à prescrire avec les doses. Concernant l'adulte, vous avez ici l'amoxicilline chez l'adulte. En cas d'allergie, on fera appel à la pristinamycine et la durée est de 7 jours. Donc, voilà, vous avez généralement entre 3 et 6 grammes, c'est en fonction du poids par jour. La pristinamycine, c'est 3 grammes par jour. On peut faire appel à la clindamycine, mais retenez surtout la pristinamycine. Chez l'enfant également, c'est plutôt, on peut prescrire l'amoxicilline, mais on peut également prescrire l'amoxicilline acide clavulanique, c'est l'Augmentin. Pourquoi? Parce que chez l'enfant, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent association du staphylocoque. Donc, c'est pour ça que l'on préfère administrer l'Augmentin, l'association amoxicilline acide clavulanique, qui a une action aussi bien sur le streptocoque que sur le staphylocoque. Alors, bien sûr, il y a l'antibioprophylaxie. L'antibioprophylaxie, c'est chez les patients qui présentent des dermohypodermites récidivantes, chez lesquels, bien sûr, on ne peut pas, par exemple, les patients obèses, les patients qui ont une insuffisance veineuse, les patients qui ont des ulcères chroniques, donc les patients qui ont des portes d'entrée finalement qui sont très difficiles à traiter, vont présenter malheureusement des dermohypodermites récidivantes. Et dans ce cas-là, la seule solution, c'est d'instaurer une antibioprophylaxie. Pour cela, on fera appel soit à la benzatine pénicilline G, c'est de l'extensiline retard, 2,4 millions d'unités toutes les 2 à 4 semaines. Sinon, on peut également faire appel à la pénicilline V, c'est la péni-G, 1 à 2 millions, selon le poids, là également en 2 prises. En cas d'allergie à la pénicilline, on peut faire appel à l'azithromycine, donc un macrolide à raison de 250 mg par jour. Bien sûr, ce traitement d'antibioprophylaxie n'est pas définitif. Il sera évalué et réévalué en fonction de l'évolution et des récidives.
J'insiste encore une fois sur ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas prescrire systématiquement les anti-inflammatoires et les corticoïdes. Attention. Je vais vous donner un peu, vous illustrer un peu, si vous voulez, l'évolution qu'il y a avant les INS et après les INS. Regardez, donc une dermohypodermite non aiguë nécrosante avant les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Là, il faut retenir que l'inflammation, c'est une bonne chose. C'est un phénomène qui permet finalement de limiter l'infection pour que cette dernière ne va pas en profondeur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et regardez ce qui se passe après les anti-inflammatoires. L'inflammation est levée, l'infection va en profondeur et va entraîner, et on va le voir tout à l'heure donc en détail, de la nécrose. Et c'est une infection qui est gravissime, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va vers le sepsis, l'état de choc et même vers le décès. Donc ça nous amène directement vers l'étude de la dermohypodermite nécrosante, qu'on appelle la fasciite nécrosante, et qui est finalement une complication de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la dermohypodermite aiguë non nécrosante. Alors, la dermohypodermite nécrosante ou la fasciite nécrosante, pourquoi fasciite? Parce que c'est une infection qui va intéresser le fascia, d'accord? Elle va aller jusqu'aux enveloppes musculaires et elle va engendrer une nécrose gravissime. Elle est due au streptocoque pyogène, le plus souvent le streptocoque A, mais d'autres germes également peuvent être en jeu. L'infection, elle est rare, heureusement, mais elle est très grave. Et regardez un peu, le risque de décès, c'est dans 30%. C'est énorme. Les séquelles fonctionnelles sont majeures. Ça atteint surtout les sujets âgés de plus de 50 ans, les sujets qui ont un terrain, les diabétiques, les immunodéprimés, les sujets qui présentent des cancers divers, les toxicomanes, les alcooliques et surtout les patients qui ont pris des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, sachez que lorsque la nécrose est limitée à l'hypoderme seulement, on parle de dermohypodermite nécrosante. Par contre, quand la nécrose atteint le fascia, jusque-là, on parle de fasciite nécrosante. Mais retenez que lorsqu'il y a une dermohypodermite nécrosante, l'évolution, elle se fait très rapidement vers le fascia pour donner cette fasciite nécrosante. Donc, sur le plan clinique, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a une symptomatologie clinique qui évoque une infection. Seulement, les douleurs sont très intenses, le sepsis est très sévère, on a de la tachycardie, de la polypnée, de l'hypotension, le patient est agité, il est confus, il peut même présenter des défaillances d'organes. Le sepsis c'est pas un sepsis tel qu'on l'a vu dans la dermohypodermite non nécrosante. Là, c'est un sepsis qui est beaucoup plus sévère. Sur le plan clinique, donc toujours, il y a une nécrose cutanée et au niveau de la nécrose, il y a des zones indolores. Vous savez que la nécrose, c'est normal. C'est normal que dans les zones nécrosées, il n'y ait plus de sensibilité, d'accord? Donc, il y a une destruction des récepteurs de la douleur et donc, il va y avoir des zones indolores. Finalement, c'est pour ça qu'on va à la palpation dès le départ chercher s'il n'y a pas des zones indolores, parce que l'existence de zones indolores est témoin d'une évolution grave. Parce qu'attention, la nécrose, elle n'est pas visible d'emblée. La nécrose, elle commence en profondeur et puis au bout d'un certain moment, elle va être visible au niveau superficiel. Donc, il est important de rechercher ces zones. Et le caractère indolore, il faut toujours le rechercher parce que c'est un caractère qui fait justement redouter cette fameuse nécrose. Et à la palpation, il y a même des crépitants, comme un bruit de pas dans la neige si vous voulez. Ça, c'est en rapport avec la présence d'anaérobie, d'accord? Et ça également, c'est un élément de gravité. Regardez un peu ces images qui sont impressionnantes de fasciite nécrosante et de gangrène. Finalement, le patient va évoluer vers une véritable gangrène qui peut aller jusqu'à l'amputation. Voilà, tout ça, ce sont des photographies qui sont
qui illustre parfaitement bien ce qu'est la fasciite nécrosante. Alors là, bien sûr, il faut absolument faire des examens biologiques. Alors, sur le plan biologique, on va retrouver un syndrome inflammatoire, une hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile et augmentation de la CRP. On peut retrouver une défaillance viscérale à type d'insuffisance rénale rénale et de CIVD. S'il y a une atteinte musculaire, il est clair qu'on va tomber sur une augmentation des CPK. Des prélèvements bactériologiques sont indispensables pour retrouver le germe et bien sûr également réaliser l'antibiogramme. Ça sera des hémocultures, ponction des bulles localement et les prélèvements péropératoires. Bien sûr pendant l'acte, parce que ce qu'on fait, bon, on n'est pas obligé d'aller directement vers l'amputation, mais il y a une chirurgie conservatrice au départ, c'est-à-dire qu'on va essayer d'exciser les zones nécrosées et ensuite essayer de favoriser la cicatrisation. Quand c'est faisable, c'est bien. Quand c'est pas faisable, on peut aller vers l'amputation malheureusement. Donc c'est une urgence thérapeutique, une grande urgence thérapeutique, médicale et chirurgicale. Donc sur le plan chirurgical, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut faire une détertion, donc il faut absolument nettoyer, il faut se débarrasser de toutes les zones nécrotiques. C'est une urgence médicale, c'est l'antibiothérapie. C'est bien sûr ici il y a des anaérobies, donc on rajoutera le métronidazole à la pénicilline, c'est normal, et on rajoutera à cause du sepsis et de la bactériémie qui est assez fréquente dans ce tableau-là, un aminoside. Bien sûr, l'oxygénothérapie, c'est normal. En matière de chirurgie, on en a parlé, c'est l'amputation. En matière de gangrène, et bien sûr, ce sont des patients qu'on va hospitaliser en réanimation. Donc voilà un peu les quelques photographies qui illustrent la prise en charge des patients atteints de ce type d'infection. Alors, finalement, quand il y a une jambe rouge aiguë fébrile, on se pose toujours la question, on doit se poser la question, s'agit-il d'un érysipèle, donc une simple dermohypodermite non nécrosante, ou est-ce que c'est une fasciite nécrosante? S'il n'y a pas de nécrose évidente initialement, c'est vrai que ça nous rassure et on évoque plutôt le diagnostic de dermohypodermite nécrosante, mais il faut absolument suivre l'évolution. Et on doit bien sûr évoquer le risque de passage vers la fasciite nécrosante avant que celle-ci ne s'installe. Parce que plus tôt vous allez intervenir et meilleur sera le pronostic ultérieur. Donc attention, les signes de gravité, c'est l'extension de la lésion. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut absolument délimiter les contours d'emblée. Attention si la douleur devient importante. Donc une augmentation de l'intensité de la douleur, c'est également un élément de gravité. L'œdème, s'il est induré, s'il diffuse, c'est un élément de gravité. Attention à l'apparition de purpura ou de bulles, d'accord? Ça veut dire que l'infection, elle est en train d'aller en profondeur. Attention à l'hypoesthésie ou l'anesthésie, on en a parlé tout à l'heure. Également à l'aspect livédoïde, l'aspect bleuté, qui témoigne bien sûr d'un début d'ischémie, donc qui annonce la nécrose. N'oublions surtout pas la porte d'entrée, parce que dans les deux cas, que ce soit dermohypodermite non nécrosante ou nécrosante, il faut absolument traiter la porte d'entrée. Et souvent, il s'agit d'un intertrigo, cette mycose interdigitale au niveau des orteils. Donc, l'intertrigo, qu'est-ce que c'est? C'est une infection cutanée fongique. Elle est due souvent, le plus souvent, au candida. Et ça va donner une dermatose inflammatoire au niveau des petits plis, souvent entre les orteils. Les facteurs favorisants sont l'obésité, le diabète, la mauvaise hygiène, l'humidité, la macération entre les orteils. Donc, voilà un peu des photographies qui montrent tout ça. Donc une érosion linéaire, des squames, d'accord. Ça peut même aller jusqu'aux ongles pour donner ce qu'on appelle l'onyxis. Et ça, rappelez-vous, ça constitue donc une porte d'entrée d'une surinfection bactérienne, notamment la dermohypodermite ou érysipèle. Et là, le traitement est très simple. Il suffit de donner un traitement local, un antifongique à type d'imidazolé en poudre ou en pommade, application 2 fois par jour. Le traitement d'un onyxis associé donc d'une atteinte de l'ongle nécessite beaucoup plus de temps, supérieur général à 6 mois. Donc, avant d'arriver à l'onyxis, il vaut mieux traiter l'intertrigo.
et bien sûr des conseils pour le patient, notamment des conseils d'hygiène, à savoir éviter la macération, donc s'essuyer après lavage des pieds de façon régulière. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau, il ne faut pas que ce qu'il y a entre les doigts soit humide parce que c'est ça qui va favoriser l'intertrigo, qui lui va favoriser la dermohypodermite aiguë non nécrosante, qui peut malheureusement se compliquer vers la dermohypodermite nécrosante, la nécrose qui peut, vous l'avez vu, peut entraîner au meilleur des cas dans le meilleur des cas une amputation et dans le pire des cas carrément un décès. Donc voilà ce qui concerne le cours des dermohypodermites. Il faut absolument donc comprendre que le diagnostic doit être le plus précoce possible. J'y pense à chaque fois qu'il y a une inflammation localisée, que ce soit au niveau des membres supérieurs ou au niveau des membres inférieurs. Quand j'ai ce type d'inflammation, je dois absolument m'assurer que ce n'est pas une thrombose. Donc, je dois avant tout réaliser un Doppler vasculaire. S'il n'y a pas de thrombose, je retiens donc au final le diagnostic du dermohypodermite. Quand c'est pas grave, je n'ai pas besoin de pratiquer des examens biologiques. Au contraire, ce que je dois faire, c'est traiter le patient en urgence et surtout surveiller les signes annonciateurs d'une éventuelle évolution vers les complications. Je vais justement surveiller les contours, surveiller l'anesthésie, surveiller la douleur, etc. Donc ça, c'est important. Ensuite, il faut reconnaître les signes de gravité, ça on l'a vu. Il faut également reconnaître les facteurs de risque sur lesquels il faut intervenir pour éviter justement la survenue et la récidive de ce type d'infection. Je vous remercie.